Que la paix de Dieu soit sur vous, très chers téléspectateurs. Bien le bonsoir. Soyez rassurés de l'incommensurable joie qui nous anime cet après-midi. Au moment où vous nous accordez une place de choix dans votre agenda du jour, soyez-en remerciés. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà présents sur le plateau, munis de leur stapel et revêtus de leur casque sur une thématique qui est d'actualité d'ailleurs. Il s'agit là d'orientation académique pour les nouveaux bacheliers. Et nous nous posons la question de savoir quelle insertion socio-professionnelle pour ces nouveaux bacheliers ou bachelières. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. L'officier monté en grade, je conduis encore les échanges de cet après-midi. Il s'appelle Vandi Moïse. Il est diplômé de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et par ailleurs président d'une association. Monsieur Vandi Moïse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Hamidou et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Elle est nouvelle bachelière, j'en dirais oui, nouvelle bachelière. Elle s'appelle Raziatou Hamidou. Raziatou, bonsoir et bienvenue. Merci, bien, bonjour. Merci beaucoup. Et le dernier invité s'appelle Abdul Salam Kapko. Il est étudiant à l'ESSEC de Douala. Par ailleurs, il est dans l'ingénierie économique et financière et par ailleurs membre de la CGN. Monsieur Abdul Salam Kapko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hamidou, bonsoir à tous mes copanélistes. Merci d'avoir renouvelé encore une fois de plus votre confiance en moi en m'invitant sur ce plateau qui, pour la première fois, est habillé d'une jante féminine. Et je suis très honoré de partager ce plateau aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Cela étant donc dit, le décor étant planté, avant donc de revenir sur le vif du sujet, je vous suggère de suivre cet éditorial signé Ghislain Kunga. Faciliter la transition de l'école à l'emploi afin de favoriser l'épanouissement personnel et l'insertion sociale, c'est l'objectif de la grande journée d'orientation académique et professionnelle organisée le samedi 7 septembre 2019 par la communauté du Grand Nord CGN à l'attention des jeunes bacheliers et licenciés ressortissants du septentrion installés à Douala. Pour la circonstance, c'est la somptueuse salle du complexe chimique camerounais CCC à Douala qui a servi de cadre à cet événement inédit, plutôt très couru par la jeunesse du Grand Nord et dont la justification se trouve dans le contexte. Le monde de l'emploi, par exemple, n'est plus celui d'hier. Les choses ont évolué. Il y a le monde du numérique qui menace le marché de l'emploi. Il y a autant de domaines que les jeunes bacheliers ne maîtrisent pas. À travers une journée comme celle-là, il est donc question de susciter en eux une prise de conscience, une prise en compte de certaines réalités dans le choix de leur filière de formation, dans le choix des offres de formation académique, dans le choix des métiers, des professions. Pour permettre aux nombreux jeunes fraîchement nantis d'un baccalauréat ou d'une licence de saisir les enjeux d'une orientation académique et professionnelle réussie, une dizaine de responsables et d'experts d'établissements de l'enseignement supérieur public et privé relevant de domaines de compétences et de formations diverses et variées, mais surtout rompus à la tâche fort de leur expérience, ont été réunis dans un panel de manière à offrir à tous, du moins, à doter les jeunes de connaissances et d'informations déterminantes dans le choix d'une filière. Merci pour le retour sur le plateau. Nous allons entrer donc dans le vif du sujet. Il est d'ailleurs intéressant donc de rappeler la thématique du jour. Il s'agit là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'orientation académique pour les nouveaux bacheliers ou bachelières. Donc, je commence par M. Vandi Moïse. Monsieur Vandi Moïse, au-delà donc des cris de joie, l'éternelle question qu'on se pose donc de l'après-diplôme au Cameroun, parce que selon les statistiques de l'OBC, nous avons enregistré aujourd'hui 89 522 étudiants en 2022 qui ont obtenu leur bachelier. Et je vous pose donc la question de savoir qu'est-ce que la société compte faire pour ces nouveaux bacheliers? Merci pour la question. Au lieu de répondre à la question, je vais plutôt renverser la question en disant qu'est-ce que les nouveaux bacheliers pensent donner à la société. Oui. Vous voyez? C'est Parce qu'aujourd'hui,
il faut renverser la tendance. Et renverser la tendance consiste à dire que ce n'est pas la société qui donne de l'emploi à l'élève ou à l'étudiant. C'est l'étudiant qui se conforme aux exigences de la société. Vous voyez? Donc, en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, l'élève, avant d'arriver au niveau du bac, doit connaître ce qu'il veut et se prépare à cela. Et il se prépare comment? C'est en fonction de ses talents. Si naturellement tu as des facilités à faire du sport, mais dès le bas âge, il faut t'inscrire dans des écoles de sport. Et là, tu vas devenir excellent au fur et à mesure et être un avantage pour la société. Et pour vous relancer, M. Vandimoui, est-ce que cela veut donc dire que tout doit être acquis à bas âge? Ça veut dire qu'on doit, je ne sais pas, et ce qu'on veut, on doit préparer déjà à l'avance dès le bas âge. Effectivement, j'ai l'habitude de dire aux cadets que chaque élève ou chaque enfant a 3 questions. Ces 3 questions sont, d'abord, quelles sont mes compétences et mes aptitudes? Ça, c'est la première question que tout élève doit se poser. Qu'il soit au CM2, 6e, 5e, tu dois connaître tes aptitudes. C'est-à-dire, tu as des facilités à faire quoi? En fait, tu as de la aisance à faire quoi exactement? Est-ce qu'à jouer? Est-ce qu'à chanter? Je ne sais pas. Mais chaque élève, chaque enfant a des aptitudes. De toutes les façons, nous allons revenir donc dessus tout à l'heure. Tu vas essayer un peu de déblayer tous ces contours. Et je reviens avec toi, Raziato. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, elle est nouvelle bachelière. Ça veut dire qu'elle va recevoir son premier baptême de feu ce jour. Mademoiselle Raziato, dites-nous quel est le sentiment qui vous anime ou qui t'anime à ce moment lors de ton succès au baccalauréat? Le sentiment que ressent toute personne ayant été admise à un examen ressent un sentiment de joie et surtout de la fierté en fait. Un sentiment de joie et de la fierté. Ouais. Est-ce que cela veut donc dire que l'esprit festif doit vous emporter la tête pour oublier ce qui est encore plus intéressant? Parce que le diplôme du baccalauréat, d'abord, c'est le premier pas. Donc, qu'est-ce que vraiment tu comptes faire avec ce baccalauréat aujourd'hui? Dites-nous. Comme nous le savons tous, bon, le monde change, ça avance vraiment. Et j'opterai beaucoup plus sur les cycles professionnels que sur le cycle classique en fait. Parce que beaucoup penchent sur les praticiens que sur les théoriciens. D'accord, merci beaucoup. Et M. Abdou-Salam Kapko, je viens vers vous, comme j'en dirais que vous avez acquis assez d'expérience dans ce domaine. Généralement, après la réussite, beaucoup est emporté aujourd'hui par la joie, les festivités. Se vanter même dans le quartier, présenter son enfant nouveau bachelier comme le plus gros intello du quartier. Dites-nous, après donc ce bac, qu'est-ce que la famille compte faire pour ces nouveaux bacheliers? Normalement, cette question, M. Moïse a déjà répondu à cette question parce que quand tu as le bac, tu devrais déjà savoir ce que tu peux offrir à la société. Mais malheureusement, nos parents d'aujourd'hui payent les écoles aux enfants sans perspective de carrière. C'est-à-dire, il est inadmissible qu'un enfant jusqu'au bac n'a pas une idée très précise de ce qu'il veut devenir. Alors, ce qui se pose, c'est qu'après le bac, beaucoup partent s'inscrire dans des filières comment vous dites, filières classiques, etc. Bon. Les facultés. Oui, et généralement c'est peut-être par embarras parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir et tout, et le temps file. À la fin de la vacance, tu te retrouves en train de... Voilà, il faut que tu t'inscrives quelque part. C'est pour ça que beaucoup des étudiants qui s'inscrivent par exemple en fac de droit n'ont pas pour ambition de le faire. Généralement, c'est parce que voilà, ils sont butés, le temps est là, il faut trouver quelque chose à faire. Et le plus souvent, ils partent à l'université, ils disent bon, je vais une filière où il n'y a pas les mathématiques. Alors, ils se déversent là-bas et tout. Mais je pense que les parents aujourd'hui au Cameroun n'ont pas de perspective. Quand je disais que Moïse a répondu à cette question, quand tu sais que
tu as des aptitudes dans le sport, par exemple, tu te donnes les moyens pour l'avoir. Pour la petite histoire, les deux grandes tenniswomen, Serena Williams et sa sœur, elles n'ont pas appris le tennis comme ça quand elles étaient à l'université, quand elles étaient petites comme ça. Leur papa achetait 2 raquettes d'ordinaire que mes enfants vont devenir tenniswomen. Il les a entraînés lui-même jusqu'à un certain âge. Voyez, voilà une trajectoire déjà bien tracée pour ces filles. Et c'est-à-dire les victoires qu'elles ont connues n'étaient que... Voilà, ça n'étonnait personne. D'accord, M. Abdul Salam et Kapko. Et je reviens vers vous, M. Vandy Moïse. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 questions qu'un élève ou bien celui qui est déjà à la porte de l'université doit se poser avant d'opérer quelconque choix de filière ou bien de faculté. Je vous pose donc la question de savoir, nous avons tendance donc à observer qu'on forme aujourd'hui des diplômés chômeurs, des experts en faute d'orthographe, en grammaire ou bien même en art oratoire, alors qu'on a besoin de praticiens pour répondre donc aux problèmes vitaux des populations. Au-delà donc des diplômes, qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer aujourd'hui notre système éducatif? Alors, pour renforcer le système éducatif, les solutions viennent de plusieurs côtés. D'abord des apprenants, ensuite de l'État, qui est le porteur du système éducatif. Je vais prendre un exemple. En 2017, quand j'ai soutenu mon master 2 en philosophie, je ne savais rien faire. Quand je dis rien faire, c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire, je me lève un matin, peut-être me coiffer, je ne sais pas faire la coiffure ou bien préparer. Je ne savais rien faire. Et en plus, je ne pouvais rien faire avec mon master 2 en philosophie, à part l'école normale. Donc, je me présente à l'école normale, ça ne donne pas. C'est pour dire que il faut aujourd'hui, l'État doit aujourd'hui investir beaucoup plus dans les formations professionnelles. Et investir dans les formations professionnelles veut dire quoi? Permettre aux jeunes enfants dont les familles sont pauvres d'avoir accès à des formations professionnelles de qualité à un faible coût. Parce que dans notre pays, les formations professionnelles coûtent très cher. Extrêmement cher. Il y a quel parent qui peut avoir chaque année 1 million pendant 3 ans pour payer une formation professionnelle à son enfant? Ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup se retrouvent à l'université. Et à l'université, vous savez comment ça se passe. C'est la faculté. C'est la faculté. Et du coup, ça crée ce que ça peut créer. Maintenant, au niveau de l'apprenant, comme je l'ai bien dit, chaque élève ou chaque apprenant a 3 questions. Et si l'apprenant répond à ces 3 questions, il n'aura pas de problème d'orientation. Ou il n'aura même pas assez de problèmes d'insertion socio-professionnelle. La première question, c'est quelles sont mes compétences et mes aptitudes. En tant qu'élève, tu dois savoir ce que tu sais faire et ce que tu veux devenir. Maintenant, la deuxième question, que dois-je devenir avec mes compétences et mes aptitudes? Là, ça te permettra d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire dans l'avenir. Par exemple, si j'ai des compétences en musique, je peux me fixer pour objectif de devenir musicien. Maintenant, la troisième question, quels sont les moyens à mettre en jeu pour atteindre ma vision? Et quand l'élève, à partir de la 6e, commence à réfléchir sur ces questions et à répondre à ces questions de façon pratique, mais tout coule comme de l'eau. Également, l'apprenant doit échanger avec sa famille. L'apprenant doit partager sa vision avec sa famille pour que la famille se prépare, pour que la famille prépare un certain nombre de relations qui vont faciliter après l'insertion socio-professionnelle de leurs enfants. Ok, M. Maurice, je pense qu'il est donc de notre devoir d'organiser dans ce genre même un petit séminaire d'orientation académique ici au niveau de la CGN pour que encore vous essayez, peut-être que vos 3 questions constituent déjà une théorie pour que vous essayez un peu d'expliquer à ces nouveaux bacheliers qui se préparent aujourd'hui à entrer, je ne sais pas, dans le monde socio-professionnel. Et mademoiselle Raziatou, je reviens avec vous. Donc, après avoir obtenu votre bac, votre plus grand diplôme, baccalauréat, dites-nous, qu'est-ce que tu penses faire ou bien dans quelle faculté tu penses te spécialiser? Bon, je pense me spécialiser vers la filière banque et finance. Bon, parce que j'ai toujours rêvé de faire la douane, en fait. Et je pense qu'avec ma filière banque et finance,
je pourrais faire le concours de la douane. D'accord, banque et finance et faire le concours de la douane. Dites-nous en quelque sorte, qu'est-ce qui vous a motivé? Si on sait par exemple aujourd'hui, c'est pas seulement si tu as fait banque et finance, tu peux même faire droit et faire le concours de la douane. Tu peux faire géographie et faire le concours de la douane. Dites-nous réellement, qu'est-ce qui vous a motivé à faire finance et je sais pas quoi? Le secteur bancaire encourage beaucoup, selon moi, l'acquisition et le déploiement de nouvelles compétences. Très intéressant, oui. Oui, dans un parcours de mobilité cadré et soutenu par les ressources humaines. Donc si j'essaie un peu de comprendre aujourd'hui, le système bancaire, c'est un système beaucoup plus pratique. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Abdul Salam Kapko, dans notre système éducatif, comme Vandé Moïse vient d'évoquer tout à l'heure, nous avons observé que les établissements d'enseignement secondaire général est plus nombreux que les établissements techniques. Et alors que ce dernier, c'est-à-dire les établissements techniques, alors que ce dernier aujourd'hui forme des transformateurs. Conséquence, nous sommes donc obligés d'importer la main-d'œuvre et c'est ce qui nous coûte extrêmement cher. Et je vous pose donc la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène aujourd'hui au Cameroun où on observe beaucoup plus les établissements d'enseignement général qui est beaucoup plus nombreux que les établissements d'enseignement technique, alors qu'on devrait observer le contraire. Ok, la réponse est toute simple. En réalité, le système éducatif camerounais est défaillant, est dépassé. Il faut revenir à la genèse du système éducatif du Cameroun. En réalité, après l'indépendance, il fallait tout de suite former les remplaçants, des cadres qui devaient remplacer des blancs qui devraient quitter le pays. Et en ce moment-là, on n'avait pas besoin de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des ingénieurs et tout. Il fallait juste des administrateurs qui pouvaient assurer la relève après les colons qui devaient partir. Cela étant arrivé, on n'a pas adapté la formation camerounaise, la formation des étudiants camerounais aux nouvelles autoroutes de l'information. C'est-à-dire que il est inconcevable que nous retrouvions avec autant de personnes à faire le droit, l'histoire et tout ça. On n'en a pas besoin en réalité au Cameroun. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les juristes ou les historiens. Non, vous pouvez pas supprimer les juristes. Ils ont leur utilité. Étant donné que le droit est je sais pas, une discipline carrefour, donc oui, ça intervient dans tous les domaines de la vie. En réalité, je dis que nous en avons trop. Je ne sais pas, vous êtes à l'aise avec le journalisme, même avec ce corps de métier. Je suis juriste de formation. Regardez le nombre de journalistes que le Cameroun a. On en fait quoi avec beaucoup de journalistes comme ça? Normalement, c'est la main-d'œuvre qu'on devait créer. On devrait former. Je ne sais pas, la formation actuellement, même dans mon domaine, je suis dans le domaine de la finance et tout, la formation qu'on me donne est tellement incomplète que quand nous partons en entreprise, c'est difficile. On ne connaît presque rien. Quelqu'un qui a fait 5 ans à l'ESSEC, il part en entreprise, il ne sait pas utiliser Excel. Pourquoi? Parce que la formation que nous avons est purement théorique. Je suis allé pour la première fois en entreprise. Je ne savais pas comment faire Excel, comment faire un rapport de stage, je ne savais pas comment même utiliser PowerPoint. J'ai dû être proactif pour apprendre dans le tas comme ça et tout. Mais j'étais très en retard par rapport aux autres étudiants qui étaient dans d'autres instituts. Et ce type de formation est aujourd'hui dépassé. Monsieur Abdul Salam Kapko, étant donné que le temps nous tient à la gauche, peut-être c'est sur cette question que je veux aussi poser la question à Vandé Moïse. Monsieur Vandé Moïse, dites-nous, aujourd'hui, les secteurs porteurs d'emploi, comme le secteur agricole, on voit aujourd'hui que c'est un secteur qui est beaucoup plus désintéressant, pour ne pas dire c'est un secteur qui n'est pas aujourd'hui beaucoup plus en vue. On fait recours peut-être à l'agriculture quand nous avons été déçus par l'école. Dites-nous Moïse, étant un élève qui a vraiment fait le village, dites-nous comment convaincre donc ces étudiants qui ont aujourd'hui eu leur bac à se spécialiser dans ce secteur qui est un secteur d'agriculture. Alors, je pense que c'est très simple.
il faut les convaincre par les actes et non les paroles. Alors, comment se fait-il que dans un pays, les plus riches sont les fonctionnaires, les plus pauvres sont les agriculteurs, et vous demandez à un étudiant de se former en agriculture? Donc, s'il veut être riche, il va chercher à devenir fonctionnaire. Donc, je pense que la réponse est simple. Il faut qu'on ait des modèles dans ce sens-là. Il faut qu'on ait des entrepreneurs agricoles qui sont des modèles que les jeunes peuvent convoiter. De telle sorte que je veux être comme tel. Il est entrepreneur agricole, il a fait telle chose. Je veux être comme tel. Et il faut également moderniser notre agriculture pour qu'elle attire le maximum de personnes ou le maximum de jeunes qui veulent investir là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles on cultive avec la houe. Il y a des zones dans lesquelles on cultive juste pour la nutrition, juste pour manger à la maison. Donc l'agriculture n'est pas modernisée en fait. Ça fait en sorte que tu sois agriculteur ou pas, tu n'as pas assez de moyens. Tu restes dans le modèle classique, dans le modèle archaïque de l'agriculture. Donc il faut moderniser le secteur. Il faut qu'on ait également des vrais entrepreneurs agricoles qui puissent inspirer ou motiver les jeunes à aller dans cette direction. Donc si j'essaie de voir, je reviens avec vous, M. Abdou-Salam Kabkou, si j'essaie de voir, vous êtes en train de dire aujourd'hui à nos jeunes bacheliers qu'ils doivent être des décideurs, c'est-à-dire des entrepreneurs, pour ne pas dire des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. C'est ça que vous êtes en train de dire aujourd'hui à nos jeunes bacheliers, qu'ils doivent être des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Oui, en réalité, parce que le système le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, le système. Avant, il y a de cela 5 ans, quand on lance l'école normale, par filière, on pouvait prendre 50 personnes. Mais aujourd'hui, ça redescend à 5. Donc, ça doit faire parler, en fait, ça doit laisser un message à ces bacheliers que le système, que l'État ne peut plus contenir le maximum de personnes et qu'ils doivent aller ailleurs. Monsieur Abdou-Salam Kabkou, avant de venir vers vous, pour une petite histoire, quand j'étais au Nigeria, j'avais vécu une scène quand j'étais dans une de leurs universités. Je suis arrivé là, j'ai vu un étudiant garer sa voiture News 4x4. Bon, j'ai demandé à l'un de mes confrères que c'est un étudiant. Il me dit, yes, c'est un étudiant. Il te dit, what is your secret? Il me dit, one less in school and other one less in business. Ça veut dire un pied à l'école et un pied dans le business. Moi, c'est ce que je conseille aujourd'hui aux étudiants, de mettre un pied à l'école et un pied dans le business. Qu'à cela ne tienne, mademoiselle Raziatou, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'éducation des jeunes filles dans le septentrion? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à peindre notre société d'une société, je ne sais pas, d'une zone géographique qui n'encourage pas l'éducation des jeunes filles. Dites-nous, qu'est-ce qui freine vraiment aujourd'hui l'éducation des jeunes filles dans nos grands noms? Oui, l'éducation des jeunes filles dans nos grands noms, selon moi, est freinée. Parce que les parents n'encourent vraiment pas à l'éducation des enfants dans le grand nombre. Bon, les parents, ça veut dire que la faute revient aujourd'hui aux parents? Oui. Bon, moi je pense que les responsabilités sont divisées aux parents et aussi assez concernés. Et monsieur Abdou-Salam Kabkou, tout à l'heure vous avez voulu intervenir sur le crochet que Vandy Moïse aurait évoqué. Donc je commence par cette question, avant même de sortir du débat. Je vous pose cette question. Aujourd'hui, la fonction publique est arrivée à un niveau de saturation. Donc l'État ne peut pas aujourd'hui recruter à chaque fois. Et nous, les autres citoyens, ça veut dire, c'est-à-dire les administrés, nous sommes habitués à, je veux dire quoi, à un rente de recrutement. Et je vous pose donc la question, qu'est-ce que l'État aujourd'hui doit faire, qu'est-ce que l'État doit faire pour pallier à ce problème? Ok, cette question, vous me permettez de dire que c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que normalement, moi je dirais, bon, je suis économiste de mon État, je pense que l'État ne recrute pas assez. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en 2020, la fonction publique enregistrait à peu près 34 000 employés. Dans un pays qui se veut émergent, dans tous les grands pays qui sont émergents, le nombre de personnes employées par l'État, c'est autour de 17, 20, 18, 19% de la population. Nous sommes 30 millions à peu près, et on n'a même pas
n'a même pas 3% de la population du Cameroun employée par l'État. C'est énorme, c'est énorme. L'État du Cameroun doit avoir au moins ces 13% pour arriver, pour espérer être un pays émergent. Pourquoi? Parce que quand on augmente les revenus des salariés et des fonctionnaires, c'est comme ça que la circulation de la monnaie augmente. Tu comprends, c'est peut-être technique sur le plan économique, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu te rends compte aujourd'hui, c'est à partir du 25 qu'il y a un flux d'argent. C'est quand on a payé les employés, quand on a payé les gens, à partir du 25, il y a de flux d'argent, ça rentre, ça sort et tout. Mais nous disons que l'État ne recrute même pas assez. Il est inadmissible. Parce que, bon, on pense que l'État... Donc moi, non, mais monsieur Abdou-Salam Kalko, on se préserve d'entrer dans ce genre de débat. Peut-être vous avez raison, comme vous avez évoqué tout à l'heure que... Non, peut-être vous avez raison d'évoquer tout à l'heure que cette question n'a pas sa place. Avant-dernière donc question, monsieur Vandi Moïse, en tant que diplômé de l'Institut de Relations Internationales, et vous êtes président d'une association nommée AJDAM, j'espère bien, et vous pensez peut-être faire des activités dans ce genre, ça veut dire orienter nos jeunes bacheliers dans l'avenir. Expliquez-nous en quelque sorte, qu'est-ce que vous comptez faire durant ces activités que vous allez peut-être organiser en mois de septembre? Ok, ce qu'il faut déjà retenir, l'Association des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Mogodé organise depuis 3 ans des journées d'orientation en direction des jeunes élèves étudiants de l'arrondissement. Et cette année, c'est la 3e édition. Et plusieurs activités sont prévues, par exemple, la causerie éducative dans les 15 établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement sur la thématique le sans-emploi et les chômeurs diplômés dans l'arrondissement de Mogodé. On va commencer par le diagnostic, l'impact et les perspectives. Ça, c'est la causerie. Il y a une autre activité qui concerne les plaidoyers. C'est-à-dire, on a essayé d'identifier tous les problèmes que ces jeunes rencontrent et rédiger les plaidoyers dans ce sens pour les adresser à des structures cibles. Il y a également... Oui, continuez. Oui, il y a également un projet de bibliothèque qu'on prévoit mettre sur pied dans chaque établissement d'enseignement secondaire. Et ce projet est particulier en ceci que il concerne la mise en place d'une bibliothèque spécialisée dans la préparation des concours et examens officiels au Cameroun. Il y a également beaucoup d'autres activités. D'accord, étant donné qu'on ne peut pas dire tout là, et monsieur Abdou-Salam Kapko, étant donné qu'aujourd'hui vous êtes dans une école, j'en dirais une école de référence, comment convaincre ces nouveaux bacheliers, pour sortir donc de la thématique, comment convaincre ces nouveaux bacheliers que peut-être le domaine que vous avez fait, l'ingénierie, je ne sais pas, oui, et financière, est un domaine porteur d'emploi? Comment convaincre donc ces jeunes aujourd'hui? Bon, initialement, il n'y a pas de domaine plus donneur d'emploi qu'un autre. Je pense que tous les domaines se valent. Mais si je dois convaincre quelqu'un de venir, par exemple, dans mon école, je dirais simplement que l'ESSEC est aujourd'hui la meilleure école de management en Afrique centrale. Effectivement. Oui, parce que nous n'accueillons pas simplement des étudiants du Cameroun, il y a des étudiants du Tchad, etc. De mon temps, on faisait même l'écrit et l'oral à l'ESSEC. Et aujourd'hui, l'ESSEC, c'est un label. En termes de notoriété, il n'y a que l'UCAC qui peut peut-être tutoyer l'ESSEC. Donc, c'est peut-être un petit conseil que je m'en vais tout de suite donner à ma soeur Razia ici. Tu veux faire la finance, il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ESSEC, en réalité. Bon, je peux comprendre que chacun a ses choix et tout. Mais aujourd'hui, la qualité de la formation à l'ESSEC n'a plus d'égal. Et monsieur Abdou-Salam Kapko, j'espère, je sais pas, en parfaite collaboration avec certains de nos membres de la CGR, nous pouvons organiser donc les activités de ce genre. Comme vous êtes là, toi et Vandi Moïse et autres, on peut organiser peut-être en mois de début septembre, on peut organiser ce genre d'activités pour la meilleure insertion socio-professionnelle de nos jeunes. Oui. Et mademoiselle Raziatou, pour sortir donc de la thématique, quel message d'encouragement aujourd'hui vous envoyez aux jeunes filles qui nous suivent? À toutes ces jeunes filles, croyez en vous, prenez
vos études au sérieux et surtout, il faut atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. Et Monsieur Vandy Moïse, quel message vous adressez aujourd'hui aux jeunes qui nous suivent? Le seul message que j'adresse aux jeunes, c'est de ne jamais cesser de développer et de diversifier leurs compétences. Parce que quand tu as des compétences qui sont développées et diversifiées, quelle qu'en soit la situation, tu trouves du travail. Et même si tu ne trouves pas du travail, tu as de la possibilité de t'en sortir, comme on dit dans le pays. Monsieur Abdou-Salam Kapko, dites-nous le message de fin que vous passez aujourd'hui à nos jeunes. Je vois que vous avez beaucoup à dire, mais nous aurons des moments opportuns encore pour développer beaucoup tout cela. Le temps nous tient vraiment à la gorge. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. C'est-à-dire qu'il faut dire quelque chose. Moi, je vais dire à ces jeunes de ne pas se lancer dans l'agriculture maintenant. Pourquoi? Je voudrais que tu me laisses développer parce que il faut nuancer. Non, en 30 secondes, Oui, il est déjà là, en 30 secondes. L'agriculture que vous voyez là, c'est pas romantique. Je vous parle en tant qu'agriculteur parce que dans une vie parallèle, je le suis aussi. Je suis cultivateur de haricots depuis bientôt quelques années. Donc, maintenant, le problème avec l'agriculture, c'est que l'agriculture que nos parents font, et si on part le faire, ça rend pauvre. Je n'ai jamais vu au village quelqu'un riche avec l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on le fait de façon archaïque. Et pour le faire bien, il faut beaucoup d'argent. Donc pour commencer, un jeune qui veut se lancer vite, ne prends pas ton argent, tu pars dans l'agriculture. Moi, j'espère que M. Vandy Moïse ne parle pas dans ce cadre. Il parle peut-être dans le cadre de devenir ingénieur agronome. Il parle beaucoup plus dans ce cadre. Je parle dans ça. Mais c'est inadmissible que vous dites que le domaine agricole ne donne pas assez d'argent. Vous déconseillez à nos jeunes de ne pas faire l'agriculture. Non, je déconseille à nos jeunes de faire l'agriculture que nos parents font là. Ah, d'accord. Voilà, parce que depuis, je ne connais personne qui connaît quelqu'un qui a vu personne riche avec l'agriculture que je vois là. Ce n'est pas possible. Mais quand tu crées le cash flow, tu prends le peu d'argent, tu as 100 000, tu fais l'agriculture, tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu fais le commerce avec, tu crées le cash flow jusqu'à atteindre 1 million, 2 millions, là tu fais l'agriculture. Ok, merci beaucoup. Monsieur Vandy Moïse, merci d'être là. On espère vous retrouver très prochainement. Merci. Et mademoiselle Aziatou, merci d'être là. Merci d'être là pour la première fois. On espère encore beaucoup développer ces idées ensemble lorsque vous serez sur Douala, parce que là, vous dites que vous partez déjà à la capitale politique pour un peu déblayer vos différentes connaissances. Merci d'être là. Merci à vous. Monsieur Abdou-Salam Kapko, vous êtes aujourd'hui dans la maison et tout vous appartient. Merci d'être venu. On espère vous retrouver encore très prochainement. Merci. J'espère pouvoir parler comme je peux la prochaine fois. Et, mesdames et messieurs, le seul conseil que je pourrais donner aux étudiants, à ces nouveaux bacheliers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'être des décideurs, c'est d'être des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois. C'est donc autour de ce crochet que nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis jeudi et à jeudi prochain. Bonsoir.